Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la culture africaine. Et attention, on ne va pas juste parler d'art ou de tradition. Non, on va la voir comme ce qu'elle est vraiment. Une force. Une force d'identité, de lutte et de construction d'avenir. C'est une histoire de conflit, oui, mais aussi et surtout de résilience et de renaissance. Alors, pour bien comprendre cette histoire complexe, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce que la culture africaine? Ensuite, on verra l'assaut qu'elle a subi pendant la période coloniale. Puis, on découvrira comment elle s'est transformée en arme de libération. Et enfin, on regardera vers l'avenir, vers les défis d'aujourd'hui. Et pour commencer, rien de mieux que cette phrase de Senghor. Elle est hyper importante parce qu'elle pose une idée fondamentale. Derrière une immense, une incroyable diversité, il y a un fil rouge, un principe d'unité. C'est cette idée qui va nous guider. Alors, c'est parti pour notre première étape. De quoi parle-t-on exactement? Avant de parler de la lutte, il faut vraiment saisir ce qui était en jeu. Et c'était bien plus que des coutumes ou du folklore, c'était une vision du monde complète, cohérente. Au cœur de cette vision, il y a un concept clé, l'africanité. L'idée, ce n'est pas de dire que toute l'Afrique a une seule et même culture, bien sûr que non. C'est plutôt un socle commun, un ensemble de valeurs partagées qui relie les peuples du continent, du nord au sud. Et cette africanité, elle repose sur quoi concrètement? Eh bien, sur plusieurs piliers. On a d'abord un héritage et un destin commun, souvent forgés dans la lutte. Au centre de tout ça, il y a cette vision du monde basée sur la communion, le lien. Et ça se voit même dans l'art, qui n'est jamais juste décoratif. Non, il est fonctionnel, il est spirituel, il a toujours un sens. En fait, une bonne image, c'est de voir la culture comme une immense boîte à outils. Une boîte à outils à la fois matérielle et spirituelle, qui contient tout ce dont un peuple a besoin pour organiser sa vie, pour comprendre le monde et pour agir sur son environnement. De la philosophie à l'agriculture, tout est lié. Et c'est là qu'on arrive à la confrontation, au choc. Parce que le colonialisme, ça n'a pas été qu'une domination politique ou économique, ça a été avant tout une tentative délibérée de détruire cette boîte à outils. Une véritable attaque contre l'âme. Le but était clair et il était radical, la dépersonnalisation. L'idée, c'était de vider les peuples de leur substance, de leur enlever leur raison d'être. Comment? En réécrivant leur histoire, en niant leurs valeurs, pour créer un individu aliéné, coupé de ses racines, et donc plus facile à dominer. Et cette politique, elle a créé une fracture terrible. D'un côté, une petite élite dite acculturée, qu'on a parfois appelée le métis mental. Coupée de son peuple, elle servait souvent de caution au système colonial. Et de l'autre, eh bien les masses populaires. C'est elles qui sont devenues les gardiennes de la culture, le refuge où l'âme africaine a pu survivre. C'est précisément ici que l'histoire bascule. Parce que cette culture qu'on a tenté de détruire, elle ne va pas juste survivre. Elle va se transformer. Elle va devenir l'arme principale de la résistance et de la libération. L'incarnation parfaite de ça, c'est le mouvement de la négritude. Porté par des géants comme Césaire ou Senghor, il a été pensé comme une véritable machine de guerre. Une machine de guerre intellectuelle, bien sûr, dont le but était de revendiquer l'identité noire, de restaurer la fierté et la dignité bafouées. Mais attention, Aimé Césaire précise bien que la négritude, ce n'est pas un repli sur soi, bien au contraire. Pour lui, c'est un appel à la fraternité universelle. C'est une façon de dire « voici qui nous sommes », pour enfin pouvoir briser les murs et rétablir une vraie communication entre tous les humains. Et ça nous mène à une idée vraiment puissante. La lutte pour l'indépendance politique est au fond l'acte culturel par excellence. Pourquoi? Parce que se libérer, ce n'est pas juste changer de drapeau, c'est se réapproprier son histoire, sa culture, sa vision du monde. La culture devient vraiment l'arme ultime. D'accord, mais concrètement, on fait comment? Le manifeste culturel panafricain a proposé une stratégie très claire en 3 étapes. Ce n'est pas un retour aveugle au passé. Non, c'est une démarche critique. D'abord, on fait l'inventaire de l'héritage. Ensuite, on élimine ce qui est dépassé ou négatif. Et surtout, 3e étape, on enrichit ce qui reste avec les apports de la science et de la technologie moderne. On arrive à la dernière partie. Les indépendances politiques sont là. Mais le combat culturel, lui, est-il terminé? Loin de là. Alors quels sont les défis aujourd'hui? Et comment on imagine cet avenir culturel? Le danger, il a simplement changé de visage. La nouvelle menace, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme culturel, c'est-à-dire l'adoption, parfois inconsciente, de modèles de pensée, de modèles politiques ou esthétiques qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas adaptés aux réalités locales. C'est un danger majeur. Et ça nous amène à une question absolument centrale qui est posée dans les textes. Est-ce qu'un peuple peut vraiment se développer, innover, créer, si toute sa pensée, son administration, sa science se font dans des langues qui ne sont pas les siennes?
Face à ce défi, une feuille de route est proposée. Et elle est très concrète. Il faut enseigner les langues africaines à tous les niveaux, les utiliser dans la vie de tous les jours, dans l'administration, en faire des langues de travail. Et surtout, il faut en finir avec ce mythe qu'une langue serait par nature plus scientifique qu'une autre. Ce n'est tout simplement pas vrai. Dans ce projet immense, les intellectuels, les artistes, les créateurs ont une responsabilité énorme. Leur rôle, c'est de s'enraciner dans leur peuple, d'être le miroir de ses aspirations, et de servir de pont pour enfin combler ce fossé hérité de l'histoire et inspirer une vraie transformation. Donc l'objectif final, on le voit bien, ce n'est pas du tout un rejet de la modernité ou un retour en arrière, c'est une fusion. L'idée, c'est de s'approprier les outils les plus modernes, la science, la technologie, mais de le faire en les ancrant solidement dans la mémoire, dans les valeurs, dans la vision du monde propre au continent. Et on va se quitter sur cette question qui résume finalement toute la complexité et toute la beauté de ce projet. Comment est-ce qu'on peut puiser dans ses racines les plus profondes, être authentiquement soi-même, tout en s'ouvrant au monde et en embrassant un avenir qui est par définition globalisé? C'est tout le défi et toute la promesse de cette renaissance culturelle africaine.